Bonjour à tous et à toutes. En effet, une femme dans la tech, c'est un parcours particulier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler au sens large de ce qu'est l'inclusion, l'impact dans le recrutement, l'impact individuel et comment vous pouvez aussi vous situer, vous. Donc en effet, on va parler d'inclusion, mais comment oser l'inclusion ? L'inclusion, ce n'est pas forcément quelque chose de simple, c'est forcément une définition qui n'est pas aisée. Et en fait, on part toujours d'un terrain qui est miné, en réalité. Puis petit à petit, il va devenir fertile. Alors, hop. Donc oui. La question de l'inclusion, qu'est-ce que ça donne ? En fait, 46% des salariés ne savent pas ce qu'on met derrière le mot inclusion. Et ça, c'est extrêmement important. C'est tiré d'une étude qui est extrêmement récente, qui date de l'année dernière, qui a été commanditée par Diversity Days et PCW. D'après vous, pourquoi 46% des salariés ne savent pas ce qu'on met derrière le mot inclusion ? Je vais vous répondre assez facilement. En fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de verbiage, il y a tellement de mots comme ça, valises, qu'on utilise et qui ne veulent plus rien dire, qu'au final, on a presque cette confusion, d'ailleurs, de ce qu'est l'inclusion, la diversité. On a l'impression que c'est deux choses qui vont ensemble. Pas du tout. En fait, l'inclusion se définit aussi par son inverse. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est l'inverse de l'inclusion ? Exactement, c'est le fait d'exclure. Alors, l'inclusion étant un terrain fertile, l'exclusion étant plutôt un terrain brûlant. L'exclusion, comment ça se passe ? En fait, c'est un phénomène qui est relativement normal, qui est relativement humain, puisque il se situe dans un groupe, dans une dynamique de groupe, qui va faire en sorte d'intégrer des gens ou alors de les exclure. Ce qui fait qu'on les exclut, c'est qu'il y a un set de règles admis dans le groupe. Typiquement, vous avez peut-être un souvenir de vous, enfant, où vous avez été exclu d'une situation, ou alors on vous a inclus. Mais ces dynamiques-là, elles existent et elles perdurent, autant dans la sphère professionnelle que personnelle, et je vais vous expliquer comment elle est caractérisée. En fait, c'est tout à fait normal d'ailleurs si vous n'avez pas recruté de profils différents ou que le management ne vous laisse pas recruter des profils différents, c'est à cause de ce phénomène que je vais vous expliquer qui s'appelle l'habitus. Pourquoi c'est si difficile de faire bouger les lignes ? L'habitus, c'est un phénomène sociologique qui a été caractérisé par Pierre Bourdieu, qui vous explique que, suivant votre famille, votre couleur de peau, l'endroit où vous allez à l'école, le langage que vous allez utiliser, le jargon d'ailleurs, que ce soit typiquement, je sais pas moi, régional, international, national, vous ne parlez pas forcément la même langue avec le même niveau de langue, ça ne va pas vous donner accès aux mêmes écoles supérieures et d'ailleurs aux mêmes métiers. Et généralement, je pense que vous avez remarqué, il y a des parents dans la salle ou pas ? Est-ce que vous avez vu ces phénomènes-là chez les enfants, où en fait, ils vont vraiment se retrouver par groupe et par normes, et on peut même supposer que du coup, vous avez, vous, dans vos propres relations amicales, des personnes qui sont à peu près des mêmes CSP. Des personnes qui correspondent en fait à vos valeurs. Et tout ça, ce n'est que l'héritage de l'habitus. L'habitus, c'est vraiment un ensemble de normes qui va être très très puissant et qui, a posteriori, va avoir des répercussions. Ces répercussions-là, vous les avez dans les équipes. Ça vous est déjà arrivé de, je ne sais pas moi, rédiger une annonce pour une entreprise qui se retrouve au moment où vous faites la promotion de la marque employeur avec le déroulé de photos, de vous rendre compte que les personnes se ressemblent vraiment beaucoup. Et bien voilà, il y a une traduction de l'habitus directe à ce moment-là. Les équipes se ressemblent. Je suis en train de perdre mon micro. Hop. Et également, ça va avoir un impact sur la culture de l'entreprise. Ce que je vous disais, quand vous êtes dans l'annonce, on fait transparaître une culture d'entreprise. Généralement, c'est cet ensemble de normes identiques qui va générer un message commun. Et ça fait aussi donc partie de la culture de l'entreprise, culture de l'équipe, et, in fine, dans le process de recrutement. Ça vous est déjà arrivé de vouloir changer les choses, ou alors de croire même en un profil qui était différent, et en face, on ne vous croyait pas. Et pourtant, vous avez vu le potentiel. Hein. Vous l'avez déjà vécu ou pas ? Quelqu'un qui changeait littéralement la norme de l'équipe qui était en train de recruter. Et vous avez apporté quelque chose de différent et en fait, on ne vous a pas cru.
est-ce que vous pouvez lever la main si ça vous est déjà arrivé de conduire le changement et en face une réaction tout à fait amorphe, voire vous dire que vous n'étiez pas dans les cordes? Ok. Vous l'avez vécu comment, monsieur? Quand c'est comme ça, on pousse le CV et puis le client il dit bah non ça va pas, alors on essaye un peu de creuser à cause de quoi ça va pas et on essaie de savoir vraiment ce qui va. Ok. Monsieur juste derrière qui a levé la main. Oui. C'est la même chose aussi? Complètement. Vous voulez apporter peut-être une réponse du coup? Ouais. T'avais levé la main? Non, complètement. T'es aligné avec le reste? Pardon. Non, complètement aligné avec ce qui vient d'être dit et du coup ça génère un peu un sentiment de frustration de notre côté de ne pas se sentir écouté. D'accord. Donc en effet, il y a comme on était en train de dire, il y a les coutumes qui sont vraiment installées et conduire le changement là-dedans, c'est compliqué. Il y a des répercussions qui sont lourdes et comme je vous disais, dans le processus de recrutement aussi. Ce poids-là, en fait, il est aussi ressenti directement au niveau du candidat. Dites-vous qu'un salarié, ex-candidat, sur 3 estime que la discrimination en entreprise a lieu lors du recrutement. Pour tout un poids d'intersection, donc intersection c'est ce qui va être un poids de différence, on y reviendra après, qui ont réellement un impact bien plus lourd. Donc, quand même pour vous donner un petit peu plus de matière et d'histoire et de storytelling, je vais vous expliquer en fait comment oser l'inclusion comme de la culture sur brûlis. Je vous disais, on part de terrain miné à terrain fertile. Alors la culture sur brûlis, pourquoi je vous en parle? C'est tout simplement que personnellement, j'ai un endroit du monde qui s'appelle Madagascar où, pour faire pousser les choses plus rapidement, il y a vraiment ce process-là. C'est-à-dire qu'on part d'une terre aride, on y met le feu, puis finalement ça pousse. J'ai envie que vous gardiez cette analogie en tête parce que chaque terrain bourgeonnant va vous donner quelque chose de bien plus fertile. Alors voilà, je vous présente Pee-wee. Je trouvais que le nom allait bien au personnage. Elle est légèrement non-binaire, on ne sait pas trop. Mais bon, pour les besoins de l'histoire, on va dire que c'est une femme. Et elle va vivre un recrutement en 3 étapes dans une équipe IT. Je pense que vous êtes beaucoup de recruteurs dans l'IT, normalement. Donc, cette zone bourgeonnante. Alors, Pee-wee, elle a envie de rentrer dans une équipe IT, elle a envie de participer à cet écosystème qui est totalement en essor. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va être confrontée à un premier recruteur, qui va être son collègue direct, et qui, lui, est conscient des biais. Alors, il est conscient des biais. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, à la base, au top management, il y a une véritable volonté de changer la norme. Dans l'équipe, jusqu'ici, il n'y a pas de femmes. Mais on a envie de faire rentrer des femmes dans cette équipe parce que c'est quand même cool d'avoir plusieurs personnes différentes, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. C'est le top management qui le dit. Donc, le recruteur, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est conscient de ses biais et quand il est en train de rencontrer Pee-wee, il lui pose des questions qui sont relativement ouvertes, il est conscient de ce qui est son propre habitus et en fait, vous savez ce truc-là qu'on n'arrête pas de dire on doit supprimer les biais. Vous avez déjà entendu cette phrase? Ne supprimez pas vos biais. Vous savez pourquoi? Parce que vos biais, votre habitus, c'est ce qui fait votre humanité. Et je vous le dis très franchement, imaginez que vous alliez chez le psy, vous racontez tout ce qui vous arrive, c'est-à-dire, je sais pas moi, votre histoire familiale, vos traumas profonds, ce que vous avez vécu. Et en fait, on vous dit, c'est cool, c'est très bien. Maintenant, vous prenez vos traumas et puis vous les jetez à la poubelle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes d'accord avec moi que ça, en fait, c'est juste oublier sa propre humanité. Donc ce qui est bien dans ce moment-là, en fait, du recrutement bourgeonnant, c'est que le recruteur est conscient de ses biais. Il est conscient de tout ce qui va potentiellement nuire à Pee-wee. Gardez en tête que ça, c'est quelque chose qui doit vous habiter constamment. Et vraiment, c'est hyper important d'avoir conscience que peut-être vous êtes dans un biais de sympathie. Peut-être que vous êtes dans un effet de halo. Vous êtes en train de voir la personne de manière beaucoup plus positive que ce qui se passe. Peut-être que vous êtes juste dans des biais de confirmation. Le fait de savoir quels sont les biais auxquels vous serez confrontés vous amènera à mieux les appréhender.
Et c'est hyper important parce qu'en fait, les biais, soit on les comprend, soit ils nous dirigent. Et ça, quand ils nous dirigent, on ne fait que perpétuer de l'exclusion. Deuxième étape, Piwi a validé la première étape. Attention, c'est cool, avec le recruteur qui était donc son collègue direct. Génial. Hop, elle va passer au deuxième stade de recrutement. Sauf que là, c'est la zone aride. C'est le cofondateur de la start-up où elle est en train de postuler, et cette personne est totalement non consciente de ses biais. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que les questions qu'on va poser à Piwi vont être directement orientées sur son genre, sa différence. Et en fait, on va faire que remettre à niveau constamment ce qu'elle est, dans son essence. Son adresse, sa couleur de peau. Est-ce que c'est pas un frein? Est-ce que c'est pas difficile d'être une femme qui veut rentrer dans une équipe tech? Finalement, la ramener constamment à ça, c'est extrêmement dur. Et on ne pourra pas passer à l'étape supérieure. Vous savez, il y a une citation japonaise qui dit que les meilleurs sabres sont forgés dans un feu brûlant, et c'est exactement ça. Cette zone aride-là, en fait, c'est un effort qui va être littéralement commun, qui va exister, et vous devez prendre conscience que si l'effort n'est pas mutuel, autant du point de vue candidat que du point de vue de la personne qui est en train de recruter et qui est consciente de ses biais, on n'arrivera pas à faire passer les meilleures compétences de ces candidats-là. Alors, cette deuxième étape, concrètement, est-ce que vous avez déjà eu la sensation qu'on allait... est-ce que vous avez déjà vécu ce moment, cette zone aride-là, compliquée? Ouais, ok. Et vous avez remarqué que ce type de personnes, en fait, vont toujours remettre en cause vos démarches d'inclusion. Et ça, c'est très complexe quand vous êtes en train de recruter. C'est difficile parce que ça vous remet tout le temps à niveau dans votre posture. Donc, comme je vous disais, oui, on décide à deux de rentrer dans cette zone de danger. L'effort, il est mutuel. Et quand on veut faire du changement, il faut comprendre que, d'un point de vue recruteur et d'un point de vue candidat, cette zone, elle existe. Et c'est là qu'on va rentrer dans la zone fertile. La zone fertile, c'est la dernière étape. C'est l'étape du top management. C'est exactement ce que je vous disais, en fait. C'est un recrutement qui engage, qui appuie et qui soutient l'inclusion. Ce top manager, il a voulu du changement. Et il l'a fait. Donc ça y est, Piwi, elle est passée à la troisième étape. Donc tout a été validé quand même, ce qui est cool pour elle. Donc elle est en train de dépasser son propre inconfort dans son point d'intersection. Ce top management-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut innover et il veut performer. Je vais vous expliquer un truc. En fait, quand on crée de l'inclusion dans des process de recrutement, et ça c'est hyper important, les effets long terme, ils existent. Pourquoi? Déjà, on fait de la rétention des meilleures compétences. Quand vous ne prenez que le même type de personnes, en plus sur l'apparence, malheureusement, on ne va pas en profondeur. On ne choisit pas les meilleurs candidats. Il y a aussi une meilleure compréhension des besoins clients. Plus l'équipe est diversifiée, en fait, l'innovation constante par hétérogénie prouve qu'on arrive à des meilleurs stades de performance. Et d'ailleurs, les performances sont financières. Je vais vous dire un truc. La start-up dont je vous parlais juste avant, elle a triplé son CA en faisant beaucoup plus d'inclusion. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez rédiger différemment vos annonces pour y inclure des nouveaux profils. Je vous parlais de l'IT, mais c'est exactement ça. Quand vous êtes en train de rédiger une annonce qui dit développeur Java de telle école d'ingénieur, en fait, ce que vous dites, c'est aussi ce que ne vous dites pas. Vous ne dites pas recherche développeuse issue de reconversion qui a fait un bootcamp. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est typiquement dans l'implicite aussi. Et ça, c'est quelque chose qui pose vraiment problème, surtout sur des secteurs où il y a très très peu de diversité. Pensez à rédiger vos annonces de manière beaucoup plus inclusive. Autre point qui est important aussi, si vous êtes conscient sur la question des biais, parce que ça, c'est quelque chose qui impacte, comme je vous disais, donc même si ça fait partie de notre humanité, et c'est important de garder ça à l'esprit, vos biais, quand même, il faut bien les comprendre, sinon ils nous dirigent. Oui, mettez les managers, mettez le hiring management face aux biais et aux paradoxes. N'hésitez pas, en fait, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, comme je vous disais, on remet tout le temps à niveau la posture, constamment. Si vous êtes expert sur ce sujet, faites-le comprendre. Vraiment, vous avez le droit, vous avez la légitimité dans votre métier de dire non, mais là, clairement, il y a un biais.
Il y a un biais de confirmation qui est en train de se cacher là. Là, concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de perpétuer la même culture d'équipe. Et moi, je pense que ce profil-là peut être différenciant. Ok, peut-être elle a fait un bootcamp, peut-être qu'elle est issue de reconversion, mais en vrai, moi, j'y vois un potentiel. Allez-y, faites-moi confiance. Aussi, vous devez savoir que l'inclusion, ça peut être une épreuve, et ça va être une épreuve pour tout le monde. Et en réalité, plus on la travaille, plus on désapprend ce qu'est la norme, plus le process est facile. C'est comme, je ne sais pas, quand vous mettez en place une nouvelle habitude, au début, c'est compliqué, mais plus vous la répétez, ça devient votre norme. Et ça, dans les démarches d'inclusion, et je sais que c'est difficile, hein, je sais que souvent c'est très compliqué de pouvoir apporter du changement, mais plus vous banalisez la chose en faisant vraiment comme si c'était la norme, plus ça deviendra votre norme, voire vos valeurs, et plus in fine. Du coup, pour resituer la question de l'inclusion, et la question de l'exclusion, et la question de diversité. La diversité, en fait, c'est ça. C'est cette roue. Cette roue, elle met en exergue des privilèges. Je ne sais pas si vous voyez tous les critères, mais du coup, je vais vous les lire pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui va faire la force de votre habitus ou pas. En gros, plus vous êtes au centre, plus vous êtes privilégié, et plus vous êtes excentré, moins vous l'êtes. Vous voyez, on a différents critères. Évidemment, on pourrait tout à fait changer la roue, mais c'est celle qui est la plus utilisée et qui est inspirée par Sylvia Duckworth et ses travaux sociologiques. Alors, vous avez la langue, donc aucune langue parlée, unilangue francophone, anglophone. Vous avez le genre, donc minorité de genre, femme cisgenre, homme cisgenre. Citoyen, donc sans papier, détenteur d'un avis d'un visa ou d'un permis de travail. Citoyenne. Ethnicité, personne racisée, perçue comme blanche. Moi, c'est mon cas, parfois. On me perçoit comme blanche et de l'autre côté, on me perçoit comme noire. C'est arbitraire. Personne blanche. Couleur de peau, noire, teint mat, blanche. Éducation, pas de diplôme. Diplôme d'école secondaire, diplôme école postsecondaire. Ensuite, vous avez la capacité physique, là en jaune. Donc, invalidité partielle. Invalidité importante, partielle et pas d'invalidité. L'orientation sexuelle. Si vous êtes LGBT, vous êtes tout au bout. Si vous êtes un homme cisgenre homosexuel, vous êtes au milieu. Et si vous êtes hétérosexuel, vous êtes bien privilégié. La neurodivergence aussi, la neurodiversité. Donc neurodivergence importante, on peut imaginer quelque chose d'assez lourd, type schizophrénie par exemple. Légère neurodivergence, aujourd'hui ce qu'on appelle des HPI, HPE. Neurotypique. Santé mentale, vulnérable, généralement stable, robuste. Taille corporelle, grosse, de taille moyenne, mince. Logement, sans logement, locataire, propriétaire. La richesse, pauvre. Classe moyenne, riche. Donc, est-ce que vous voyez comment vous pouvez réaliser une propre cartographie déjà de vous-même et potentiellement aussi de vos candidats ? L'inclusion, c'est aussi ça, en fait. C'est pouvoir déterminer sa propre cartographie et aller chercher plus loin. Je vais vous montrer la mienne. Vous voyez, franchement, je ne suis pas privilégiée dans la vie. Pas tant que ça. Peut-être en apparence, peut-être que vous m'avez attribué une certaine image, d'ailleurs. Peut-être que vous m'avez attribué, je ne sais pas... le fait de ne pas être vraiment racisé, ou même que vous êtes dit, non, mais cette femme, elle a forcément un conjoint. Pas systématiquement, je suis LGBT. Pareil, en termes de, je sais pas moi, de santé mentale, je me dirais généralement stable. Pour certaines personnes, ou dans certaines castes de société, je vais être perçue comme mince, d'autres de taille moyenne. Vous voyez, c'est extrêmement vaste. Moi, je vous invite à prendre cette roue et à vraiment penser à chaque fois à la cartographie que vous pouvez déterminer pour chaque personne que vous croisez. Et ça va justifier aussi tout votre argumentaire de conduite de changement. Parce que, imaginons, si vous êtes extrêmement au centre, vous pouvez vous douter qu'il va être très compliqué, en fait, pour les personnes qui recrutent, d'aller chercher à l'extérieur. En tout cas, ça ne va pas être le même système de normes. Donc ça veut dire qu'on ne parlera même pas le même langage. D'où l'habitus, d'où cette conduite du changement, d'où le process de recrutement, d'où la culture d'entreprise et votre posture. Vraiment, si vous êtes conscient de tout ça, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le terrain de l'inclusion.
Et d'ailleurs, aussi quelque chose d'important, vous avez le droit à l'erreur. Je veux que vous le gardiez en tête. Il se peut que ça ne fonctionne pas de suite. Il se peut qu'on se plante, mais croyez-moi, si on se plante, ça veut quand même dire que ça pousse. Merci de m'avoir écouté.